Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du nouveau président de la CNCPI, c'est Emmanuel Potvin. Il sera sur notre plateau. On parlera ensuite comment défendre les libertés publiques avec Rosine Letron. C'est elle qui a fait cet ouvrage publié chez la Documentation française. Elle est professeure en droit public à l'université Paris-Sorbonne. Et enfin, on parlera horaire de travail atypique et santé des salariés avec Marine Swatton, collaboratrice au sein du cabinet Taylor Wessing. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside et j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Potvin, nouveau président de la CNCPI. Emmanuel Potvin, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous sur les axes de votre mandature, mais tout d'abord, pour commencer, quel est votre sentiment alors que vous venez de prendre la tête de la CNCPI? Eh bien, écoutez, la joie et la responsabilité, parce que nous avons beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de travail pour ce prochain mandat. Et donc, j'espère que je serai à la hauteur et que tous les CPI vont nous aider à relever tous ces défis. Alors peut-être pour mieux comprendre votre institution, pour nos téléspectateurs, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la CNCPI? Alors, il s'agit de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Donc, c'est un organisme officiel, c'est un petit peu l'équivalent de l'ordre des experts comptables ou de l'ordre des médecins, puisque c'est un organisme qui est créé par le Code de la propriété intellectuelle. Il regroupe tous les conseils en propriété industrielle de France, qui y sont forcément inscrits. Nous sommes aujourd'hui 1130 conseils en propriété industrielle. Alors il faut expliquer ce que sont les conseils en propriété industrielle. Eh bien, ce sont les professionnels chargés d'assister, de conseiller et de représenter les entreprises qui innovent en toute matière pour toutes leurs affaires pour la protection de l'innovation. D'accord. Donc nous nous occupons de propriété industrielle et il faut donc rappeler ce qu'est la propriété industrielle. Eh bien ça comprend tous les outils qui permettent aux entreprises innovantes de protéger toutes leurs créations et leurs innovations. Alors ce sont des outils assez variés. On connaît par exemple les brevets qui servent à protéger les inventions qui sont des créations techniques. On peut déposer des brevets dans tous les domaines techniques, c'est l'occasion de le rappeler, que ce soit pour des moteurs d'avion, des emballages, des dispositifs médicaux, en matière de chimie, en matière de biotechnologie, et éventuellement même de logiciels. Donc c'est extrêmement varié. C'est tous les domaines techniques. Voilà. La propriété industrielle donc comprend les brevets d'invention. Elle comprend aussi les marques qui sont tous les signes distinctifs qui permettent de reconnaître des produits ou des services. Et on est tous environnés de marques, des slogans, des noms, des formes, des couleurs qui permettent de reconnaître des signes. La propriété industrielle comprend aussi, en plus des brevets et des marques, les dessins et modèles qui visent, eux, à protéger l'esthétique et la forme des produits en 2 ou en 3 dimensions. Et puis nous avons aussi la protection du savoir-faire, la protection des logiciels et d'autres choses encore. Voilà, c'est un domaine très riche. Le but est d'assurer la protection des créations et des inventions des entreprises innovantes afin qu'elles ne soient pas accaparées et copiées par les concurrents. Pour aller plus loin, que fait quotidiennement un CPI pour bien comprendre? Alors, un CPI échange avec ses clients, puisque nous sommes au service de nos clients, et définit avec lui la stratégie de protection de leurs innovations. Donc, il le représente, il le conseille et il le représente auprès des offices. Il le conseille dans les difficultés qu'il peut avoir avec ses partenaires ou face à ses concurrents. Il l'aide à constituer un portefeuille de titres qui va lui permettre d'avoir une meilleure position sur son champ d'action, sur son marché.
Alors bon, on a une bonne vision maintenant de ce que fait un CPI et de la propriété industrielle. On va venir plus précisément sur votre mandat. Quels sont les axes de votre mandature? Alors, un des premiers axes, c'est de développer encore la culture de la propriété industrielle et intellectuelle. Alors comment fait-on pour développer la culture Alors, industrielle? comment fait-on? Eh bien, donc, on fait connaître cette activité et on explique à beaucoup d'entreprises qui innovent mais ne se protègent pas qu'il faut le faire, hein, parce que la protection, la propriété industrielle, c'est ce qu'on peut appeler le bras armé de l'innovation aujourd'hui. En France, on innove beaucoup, on invente beaucoup de choses. Hélas, on ne se protège pas toujours assez, et je pense en D'accord. particulier aux PME et aux ETI. Créer et inventer, c'est très bien. Créer, inventer et se protéger, c'est C'est beaucoup mieux. mieux. Faute de quoi, eh bien, on innove et on livre gratuitement le fruit de ses recherches à la concurrence qui peut l'exploiter D'accord. librement. Voilà. Donc, il faut développer cette culture, développer ce réflexe de protection en matière de brevets, en matière de marques, de dessins et modèles, etc. Et là, on a encore du travail. Alors, autre axe de votre mandature? Alors, ce développement de la propriété intellectuelle, rappeler le rôle également et faire mieux connaître le rôle que les CPI peuvent avoir auprès des entreprises. D'accord. Nous sommes des représentants directs auprès des grands offices français et européens, alors bien sûr auprès de l'INPI, l'Institut national Bien de la sûr. propriété industrielle, mais également les offices européens, Office européen des brevets, qui délivre des brevets européen, donc couverture sur le territoire européen. Également le UIPO, l'Office européen situé en Espagne qui est chargé de l'enregistrement des marques de l'Union européenne. Nous agissons aussi directement pour nos clients auprès de cet office. Et maintenant, depuis un peu plus d'un an et demi, nous pouvons également représenter nos clients devant une juridiction transnationale qui s'appelle la juridiction unifiée du brevet, qui permet à nos entreprises de faire valoir leurs droits de brevet pour faire condamner des concurrents en contrefaçon via cette juridiction qui peut prendre des décisions couvrant plusieurs pays à la fois. D'accord. Donc c'est important d'avoir une protection internationale. Alors, c'est une question de stratégie, effectivement. Il faut ajuster le budget pour l'obtention de cette protection à la stratégie recherchée, mais effectivement, il peut être préférable de se protéger là où sont les marchés les plus stratégiques. Alors peut-être aussi évoquer un autre axe de votre mandat, je crois que c'est être à l'écoute de ce qui se fait en matière d'intelligence artificielle et notamment accompagner les CPI, mais aussi vos clients. Alors voilà, l'intelligence artificielle, c'est un gros sujet du prochain mandat. C'était déjà un sujet pour le mandat qui s'achève, mais ça va le devenir encore plus. C'est un secret pour personne, l'intelligence artificielle envahit notre vie quotidienne, elle envahit aussi nos travaux en matière de propriété industrielle. Alors, sous plusieurs angles. D'abord, il y a ce qui concerne la protection des œuvres et des inventions réalisées en tout ou partie par de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est la réalité, il y a des entreprises qui réalisent des inventions entièrement au moyen d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, le droit de brevet pose des difficultés dans cette situation, car aujourd'hui, les régimes de brevet impliquent de désigner un inventeur personne physique. Comment fait-on lorsque l'invention a été réalisée par une intelligence artificielle? Eh bien, nous plaidons pour une mise à jour du droit, une évolution du droit pour l'adapter à cette nouvelle situation. Alors je parle des créations, il y a aussi toutes les machines, les algorithmes et les procédés qui mettent en œuvre l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment sur nos écrans, sur nos claviers, on utilise des outils d'IA, mais ils ne viennent pas de nulle part. Il y a quelque part des machines qui fonctionnent pour faire tourner tout ça. Et là aussi, il y a des investissements qui sont faits par des acteurs en ce sens. Nous plaidons aussi pour une adaptation du droit afin de pouvoir mieux protéger ces machines, ces algorithmes et ces procédés. Donc c'est en quelque sorte la création d'un nouveau droit, un droit voisin, un droit sui generis, un peu comme ce qu'on a fait il y a un peu plus de 20 ans pour les bases de données. Quand les bases de données sont arrivées, on ressentait le besoin de les protéger et le droit de la propriété intellectuelle n'était pas adapté. Eh bien, on a créé un droit des bases de données. On va conclure là-dessus. Merci Emmanuel Potvin d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président de la CNCPI. Merci.
Tout de suite, l'émission continue. On va parler comment défendre les libertés publiques. Comment défendre les libertés publiques, c'est le titre de l'ouvrage de Rosine Letron, publié à la Documentation française. On en parle tout de suite avec elle. Rosine Letron, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi avoir écrit cet ouvrage sur les libertés publiques ? Eh bien parce que déjà il me semble que les libertés publiques, a priori ça intéresse tout le monde. Et en fait, quand on regarde les ouvrages sur les libertés publiques, il y a les manuels de droit destinés aux étudiants. Il y a aussi beaucoup d'ouvrages militants sur une partie des libertés publiques, le droit des étrangers, le droit des femmes, le droit des minorités, etc., qui sont tous certainement fort intéressants, mais qui dispersent un peu les libertés façon puzzle, si j'ose dire. D'accord. Moi, j'ai eu envie de regarder les libertés d'un petit peu haut, et non pas de m'élever de façon militante contre les atteintes aux libertés, mais bien davantage de voir ce qui, dans le système juridique actuel, pouvait en fait constituer des menaces pour les libertés, et donc quels étaient les moyens de remédier, de pallier ces menaces, pour ensuite avoir un système juridique peut-être plus satisfaisant. Alors, on va essayer de bien comprendre ce que sont les libertés publiques. Quelles sont-elles et est-ce qu'il y en a des plus fondamentales que d'autres ? Alors là, vous posez la question de comment on les appelle. Quel nom on leur donne? Aujourd'hui, il y a là aussi une dispersion des noms. On parle des libertés publiques, des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des droits humains même. Les libertés publiques, ce titre, je l'ai choisi de façon neutre, dans la mesure où, voulant regarder les libertés d'un peu haut, la définition des libertés publiques est très simple. Ce sont les libertés qui sont garanties par le droit. Et en fait, la liberté publique, quand le citoyen lambda comme vous et moi peut aller devant un juge pour se plaindre que sa liberté a été violée, et le juge a les moyens de faire en sorte que les droits de la personne soient restaurés. C'est beaucoup plus facile que, par exemple, liberté fondamentale, parce que le terme liberté fondamentale, il est quand même un petit peu, comment dire, étrange, parce qu'il a été inventé, on le sait, par l'école aixoise, Louis Favoreux et ses élèves, en quelque sorte, et pour désigner des libertés qui ont un fondement soit constitutionnel, soit dans les traités internationaux. D'accord. Le problème, c'est que nous, en France, nous avons beaucoup de libertés qui ont un fondement législatif. Tout l'âge d'or des libertés, c'est la Troisième République. Donc, c'est restrictif, et puis même, je veux dire, psychologiquement, quand vous dites liberté fondamentale, ça veut dire qu'il y en a qui sont moins fondamentales que d'autres. Or, en droit français, toutes les libertés doivent être garanties de la même manière, c'est-à-dire que vous pouvez aller devant un juge pour obtenir qu'elles soient respectées. Alors, toutes les libertés doivent être garanties de la même manière, mais comment garantir ces libertés ? Alors là, c'est compliqué. Je serais tentée de vous répondre que les libertés ne s'usent que quand on ne s'en sert pas, c'est-à-dire que c'est aussi aux citoyens, à la personne, je veux dire, de s'assurer, d'être attentif au respect de ses droits. Comment les garantir? Alors, nous avons toute une série de juges, toute une série d'agences, et on a l'impression qu'aujourd'hui, je veux dire, dans les temps actuels, il y a de plus en plus d'autorités pour protéger les libertés. Il n'y a pas seulement le juge judiciaire et le juge administratif. On pourrait d'ailleurs discuter de la dualité. Il y a le juge constitutionnel qui est apparu en 1958 et qui a commencé vraiment à exercer le contrôle en 1971. Et puis, il y a tous les juges européens. CJUE, Cour européenne des droits de l'homme, sans oublier les juges issus de la juridiction, par exemple, de la CPI, de la Cour pénale internationale. On pourrait vraiment citer une masse de juges et puis citer une masse de commissions, la Commission consultative des droits de l'homme, les différentes autorités indépendantes, par exemple l'ARCOM, garantit la liberté d'expression. Alors il y a une masse, on se dit c'est formidable, et puis en réalité, si on regarde, on s'aperçoit que ce n'est pas si formidable que ça. Pourquoi ? D'abord parce que le citoyen a du mal à s'y retrouver. Je crois que c'est vraiment la première chose, ne serait-ce que d'ailleurs qu'entre le juge administratif et le juge judiciaire, il a parfois quelques difficultés. Et puis parce qu'il existe, je veux dire, entre tous ces juges, et notamment le juge européen et les juges français, ce qu'on appelle le dialogue des juges. Alors la formule est délicieuse parce qu'on a l'impression que ça se passe très bien
On dialogue, on arrive à un deal, on est content, tout va bien. En réalité, Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? en réalité, il est très rugueux. Enfin, pas toujours. Parfois, ça se passe bien. Mais parfois, c'est assez rugueux. Si vous voulez, je pense, par exemple, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a créé récemment les principes inhérents à la Constitution. En réalité, pourquoi est-ce qu'il a créé ces principes inhérents? C'est éventuellement pour pouvoir écarter l'application du droit européen. Et c'est une réponse à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le Conseil d'État a fait à peu près la même chose, vous savez, pour l'affaire de la conservation des données par les fournisseurs d'accès à Internet. Le droit français exige qu'elle soit conservée pendant 1 an, le droit européen veut qu'elle soit immédiatement détruite, et le Conseil d'État, en fait, a réaffirmé dans sa jurisprudence la supériorité de la Constitution sur le droit européen pour se garantir de la jurisprudence de la Cour. Donc ce dialogue des juges, il n'est pas toujours très clair. Si on se met un instant à la place du justiciable, ça devient quelque chose d'apocalyptique. Il a beaucoup de difficultés à comprendre. Alors vous venez d'évoquer la garantie des libertés publiques. Quelles sont les atteintes aux libertés et comment y remédier? Alors, les atteintes aux libertés, il y en a beaucoup. Dans ce livre, moi, je n'ai pas du tout voulu recenser les atteintes aux libertés, parce que les atteintes aux libertés, elles peuvent provenir, par exemple, de l'exécutif à un moment ou à un autre. Et je dirais que, bien sûr, elles sont graves, mais il y a tout de même des juges, précisément, il y en a même une masse, on vient de le dire, des juges, justement, pour les faire cesser et les réparer. Donc, l'état de droit en France, on peut dire qu'il fonctionne à peu près, pas toujours parfaitement, mais il fonctionne à peu près. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelles sont les atteintes, j'allais dire, intrinsèques au système. Je vous donne un exemple, il n'y a pas en France de pouvoir judiciaire. Si vous regardez la Constitution, le titre s'appelle de l'autorité judiciaire. Ça n'est pas neutre. C'est évidemment, et à l'époque ça apparaît clairement dans les débats. D'ailleurs, les magistrats revendiquent un pouvoir judiciaire. Bien sûr, parce qu'au nom de la séparation des pouvoirs, c'est quand même l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, effectivement, l'autorité judiciaire, ça permet de maintenir la subordination du parquet à l'exécutif, qui n'est pas franchement un succès au regard du principe de séparation des pouvoirs, et donc ça empêche la création d'un vrai pouvoir judiciaire. On a vu tout récemment avec l'affaire Dupond-Moretti et les magistrats du parquet national financier. Il y a tout de même eu dans les poursuites engagées par le ministre quelques problèmes liés à la séparation des pouvoirs. Pour finir, quelle place occupent les libertés publiques dans le système juridique? Alors, en principe, une place, je dirais, très élevée, puisque les libertés publiques ont quand même comme caractéristique en France d'être pour beaucoup garanties constitutionnellement, parce que la jurisprudence du Conseil a formidablement élargi le nombre de libertés à valeur constitutionnelle. La France est partie à beaucoup de conventions, dont la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, je dirais qu'il y a un système qui est un système efficace. Alors maintenant, on est aussi un petit peu victime de cela. Pourquoi ? Eh bien, il y a, par exemple, des libertés où, en fait, le juge est amené à faire une sorte de balance entre deux libertés, savoir laquelle va l'emporter. Par exemple, entre le droit à l'information des journalistes et le droit à l'oubli de la personne. Il essaie de concilier les intérêts. Voilà. Et donc, il va concilier les intérêts, ce qui est un peu normal, on ne peut pas le lui reprocher. Mais en revanche, on a parfois l'impression que certaines libertés passent un petit peu au second plan. Vous voyez, Vous avez un exemple en tête? Eh bien, oui, précisément. Si vous regardez ce dont on parlait il y a un instant, la liberté d'expression dans la presse, il faut reconnaître que depuis 1881, la liste des infractions de presse s'est considérablement allongée. Et donc, le juge est amené à faire des appréciations qui sont des appréciations qui peuvent sembler subjectives. D'accord. Quel équilibre va-t-il faire ? Et c'est toujours un petit peu, on a parfois l'impression de décisions de justice qui sont un peu impressionnistes. On va conclure là-dessus. Merci Roselyne Letron d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes professeure en droit public à Paris-Sorbonne. Sorbonne Université. À Sorbonne Université. Tout de suite, on continue. On va parler horaire de travail atypique et santé des salariés.
On poursuit l'émission, on va parler horaire de travail atypique et santé des salariés avec mon invitée Marine Swatton, collaboratrice au sein du cabinet Taylor Wessing. Marine Swatton, bonjour. Bonjour Arnaud. Le travail en horaire atypique engendre des risques pour la santé des salariés. On va en parler ensemble, mais tout d'abord, quelles sont les différentes typologies d'horaires atypiques et quels sont les secteurs concernés? Alors en effet, savez-vous déjà Arnaud, qu'en France, plus de 60% des salariés français, soit 2 travailleurs sur 3, travaillent selon des horaires atypiques Ah non, de je travail. n'avais pas ce chiffre en tête, Voilà. c'est impressionnant. C'est assez étonnant et en fait, ça fait partie de la réalité puisque, alors que sont les horaires atypiques de travail? Eh bien, tout simplement, c'est tout ce qui n'est pas horaire de travail dit standard, D'accord. c'est-à-dire des modalités qui vont avoir un impact et des conséquences sur le repos journalier ou le repos hebdomadaire. Parmi les horaires atypiques les plus connus, on connaît notamment le travail de nuit, donc entre 21h et 6h du matin, le travail les week-ends et les jours fériés. On connaît également le travail flexible, c'est-à-dire D'accord. qu'on a soit du temps partiel, soit au contraire du travail long sur des longues semaines. Ensuite, on a également le travail fragmenté, c'est-à-dire le matin très très tôt et le soir très très tard par exemple, et également tous les travaux type réguliers, cycliques, les 3-8, les 2x12 qu'on connaît également notamment dans les usines, et le travail sur horaire d'astreinte que l'on connaît également. Toutes ces horaires atypiques sont une majorité, donc comme je le disais, des travailleurs en France. Au contraire, la semaine standard, elle, qu'on connaît plus, elle est du lundi au vendredi, de 8h à 20h, avec un repos de 2 jours consécutifs. On ne travaille pas les jours fériés. Voilà, ça c'est l'horaire standard de Standard. travail. Et finalement, ça concerne plutôt peu de personnes. Et quels sont les secteurs concernés? Alors, on connaît principalement le secteur public, puisqu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes et des biens, et Bien également sûr. d'assurer un suivi de santé et de permanence de soins. Donc on pense à la gendarmerie, Bien à la sûr. police, aux hôpitaux notamment, mais dans le secteur privé également, cette organisation de travail est très répandue et surtout dans les secteurs ayant une nécessité d'assurer les besoins de la continuité de la vie sociale. On pense notamment pour le travail de nuit à l'hôtellerie, la restauration, les commerces, les transports qui sont en permanence en activité, Bien les sûr. journées fragmentées par des coupures longues. On pense notamment aux prestataires de ménage qui viennent lorsqu'il n'y a personne au bureau, Bien le sûr. matin très tôt ou le soir très tard, et les travaux cycliques et réguliers, le travail à l'usine, la manufacture, les ateliers de fabrication et également le secteur automobile qui est très concerné. Voilà donc Arnaud, toutes les branches qui sont concernées par cette typologie d'horaire de travail. Alors maintenant, on a une bonne vision des horaires atypiques et des acteurs concernés, mais quelles sont les conséquences de cette organisation du travail sur la santé des salariés? Alors, à cette organisation du travail, en effet, sont associées plusieurs conséquences, et c'est des conséquences tant d'un point de vue physique que d'un point de vue psychologique. Concernant les conséquences sur la santé physique, alors moi je ne suis pas une spécialiste Arnaud, c'est pas moi qui vais vous apporter la réponse, mais par les recherches qu'on a pu avoir, des spécialistes et parmi eux la médecine du travail qui a un rôle fondamental dans cette typologie d'organisation du travail, les experts notent des risques pour la santé puisqu'ils désynchronisent les rythmes biologiques et va créer des troubles fonctionnels. D'accord. L'être humain en fait, il est programmé pour vivre le jour. Donc si Bien sûr. on le fait travailler sur des horaires qui sont différents, forcément il va y avoir des conséquences. Si on prend le travail de nuit par exemple, on ne dort plus la nuit, on dort le jour. On va pouvoir augmenter notre dette de sommeil. Ensuite, on ne mange plus à des horaires standards et réguliers, mais du coup, on va pouvoir avoir des perturbations digestives. Ensuite, on a de plus en plus d'addictions au tabac et aux substances psychoactives pour tenir le coup. Et ensuite, il y a aussi une réduction de la vigilance. Et réduction de la vigilance égale erreur, et erreur égale accident du travail. Possible. Donc, mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise. Donc, ça, c'est pour les premiers risques physiques. On a également un risque en matière psychologique qui concerne beaucoup de salariés aussi. C'est notamment l'isolement.
puisque en D'accord. fait, beaucoup de travailleurs, par exemple la nuit, vont se retrouver tout seuls, puisqu'on essaye de réduire les effectifs qui travaillent de nuit. Donc on a ce phénomène d'isolement, avec des difficultés à suivre le rythme de l'entreprise, Bien sûr. ne pas pouvoir participer à des formations sur des horaires qui sont plus classiques, entre guillemets, ou alors avoir des restrictions d'évolution éventuellement sur la carrière professionnelle. Et enfin, on a des difficultés à avoir des activités extra-professionnelles, puisqu'on vit sur un rythme qui est complètement différent. Et enfin, dernière conséquence psychologique, la difficulté d'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, puisque comment on fait, Arnaud, quand on a un rythme de travail qui ne me permet pas d'aller chercher mes enfants à l'école, C'est ou compliqué. si mon conjoint l'est également, de ne pas pouvoir les faire garder, etc. Évidemment, tout autant de conséquences sur l'aspect physique et l'aspect psychologique. Alors, vous venez d'évoquer les conséquences pour le salarié. On va se mettre du côté maintenant de l'employeur. Quelles sont les obligations de l'employeur et les mesures à prendre sur ces horaires atypiques pour les salariés concernés? Alors, en effet, vous le soulignez, de manière générale, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité, de protéger la santé de ses salariés au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'il peut s'y prendre? Première étape, il identifie les risques qu'on vient d'évoquer à travers notamment le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'il fait avec le médecin du travail qui va l'accompagner, faire des études de poste pour identifier les risques et ensuite les classer, d'une part en fonction de la fréquence de réalisation de ce risque et leur niveau de danger. Une fois qu'on a identifié ces risques, on peut mettre en place différentes mesures pour éviter que les risques ne se réalisent. De manière générale, on peut assurer un suivi individuel des salariés par des visites périodiques auprès de la médecine du travail pour assurer leur suivi, mais également les former pour les D'accord. informer des conséquences que peuvent avoir leur organisation du travail sur leur santé et des mesures que l'on prend en entreprise pour éviter tout risque. Ça, c'est important de sensibiliser les salariés sur ces questions. Exactement, et ça régulièrement, et puis de toute façon ça fait partie de l'obligation générale de l'employeur. Deuxièmement, de manière plus spécifique, on peut aussi auprès des salariés essayer de privilégier des rotations rapides, par exemple pour limiter le travail de nuit, adapter les horaires des travailleurs sur par exemple les transports en commun, s'assurer qu'il va y avoir une bonne transmission des éléments entre les équipes et en plus de ça, ça pourra éviter l'isolement, de pouvoir Bien leur sûr. permettre de travailler un petit peu ensemble et surtout d'impliquer les salariés dans la mise en place de leur planning car leur implication va favoriser leur tolérance. Et enfin, on peut aussi agir via la négociation en entreprise, puisqu'on sait pour les D'accord. entreprises de plus de 300 salariés, elles sont tenues d'informer et de communiquer sur l'organisation de travail des salariés, qui est concerné par du travail de nuit, etc., auprès de leur comité social et économique, ou alors par la voie de la négociation via les négociations annuelles obligatoires sur le bloc qualité des conditions et de la vie au travail. Et là, j'ai pu le voir à travers plusieurs entreprises. Je vois beaucoup d'accords qualité de vie au travail dans lesquels D'accord. on a mis en place certaines mesures, notamment des campagnes périodiques ponctuelles qui sont organisées directement par des services de santé en travail et la mise en valeur, par exemple, de points d'attribution pour pouvoir avoir accès à des places en crèche. Et notamment, on a plus de points quand on travaille en horaire atypique de travail. D'accord. On va conclure là-dessus. Merci Marine Swatton d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes collaboratrice au sein du cabinet Taylor Wessing. Merci beaucoup. C'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.